Bonsoir, et bienvenue dans l'histoire ennuyeuse. Le principe, vous le connaissez déjà si vous nous suivez. Je vais vous raconter l'histoire avec un tel souci du détail, une telle minutie, un tel refus absolu du rebondissement, que vos paupières n'auront d'autre choix que de capituler, une à une, comme des pierres trop fatiguées pour continuer de tenir leur rang. Ce soir, la gestion quotidienne d'un chantier de cathédrale, quelque part en France, au milieu du XIIIe siècle. Une existence entièrement consacrée à faire tailler des pierres, à les compter, et à consigner, très soigneusement, qu'elles ont bien été taillées. Installez-vous, baissez la lumière, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout. Personne, à notre connaissance, n'y est jamais parvenu. Commençons, comme toujours, par le commencement, c'est-à-dire par l'aube, et par un homme qu'on appellera maître en solde, clerc des ouvrages de la fabrique, chargé depuis 14 ans de tenir les comptes du chantier pour l'évêque et pour le chapitre, deux autorités qui, sur ce point précis, s'entendent remarquablement bien. Toutes deux exigent que chaque livre dépensé soit justifié, chaque pierre comptée, chaque journée d'ouvrier consignée, dans un esprit de rigueur que maître en solde. Personnellement, trouve tout à fait rassurant, préférant de loin une colonne de chiffres bien tenue à n'importe quelle incertitude. La cathédrale elle-même, au moment où commence cette histoire, en est à sa 23e année de construction, ce qui, précise maître en solde à qui veut bien l'écouter, n'a rien d'exceptionnel. La précédente, dans la ville voisine, en est à sa 31e, et personne, sur aucun des deux chantiers, ne considère cela comme un retard, un édifice de cette nature se construisant, par nature, à l'échelle de plusieurs générations d'ouvriers, de plusieurs évêques, et d'un nombre de clercs. Ouvrage qu'on ne sait plus très bien évaluer, les registres antérieurs à mettre en solde ayant, pour certains, souffert d'un dégât des eaux dont on préfère, dans la loge du chantier, ne plus trop parler. Le chantier occupe, à cette date, 217 personnes recensées au registre des salaires, chiffre qui varie selon les saisons, remontant jusqu'à 240 à la belle saison et redescendant, l'hiver venu, à un noyau d'une 60aine d'hommes qui poursuivent, à l'abri des loges couvertes, la taille des pierres destinées aux campagnes de construction suivantes, le gel rendant tout maçonnage extérieur impossible, et de l'avis unanime du maître d'œuvre. Parfaitement imprudent. Il faut, avant toute chose, dire un mot de la carrière, car rien de ce chantier n'existerait sans elle. Elle se trouve à 4 lieues de la ville, propriété du chapitre depuis un accord passé avec le seigneur local voici plus d'un siècle, accord qui accorde à la fabrique le droit d'y extraire la pierre moyennant une redevance annuelle fixe. Redevance qui n'a, fait notable, jamais été révisée depuis sa signature, ce qui arrange considérablement le chapitre et contrarie, tout aussi considérablement mais en silence, les héritiers successifs du seigneur, qui n'ont, jusqu'ici, jamais trouvé de motif juridique suffisant pour la remettre en cause. La carrière emploie, de son côté, une équipe distincte d'une 40aine de carriers, sous l'autorité d'un maître carrier qui ne relève pas directement de maître en solde mais avec qui celui-ci entretient une correspondance hebdomadaire d'une précision presque maniaque, chaque lettre détaillant le nombre de blocs extraits, leur dimension approximative, et l'état des fronts de taille, cette dernière information important surtout pour anticiper, plusieurs mois à l'avance, le moment où il faudra ouvrir un nouveau front, opération qui immobilise l'extraction pendant environ 3 semaines et que personne, de mémoire de clerc, n'a jamais réussi à faire tenir en deux. Le transport des blocs, de la carrière jusqu'au chantier, se fait par chariot à 4 roues tirés par des attelages de bœuf, à raison de 2 ou 3 blocs par voyage selon leur taille, sur une route que le chapitre entretient à ses frais pour cette seule raison, la commune voisine ayant refusé, dès l'origine, d'y contribuer, estimant, non sans un certain bon sens, qu'elle ne servait qu'à la cathédrale et à rien d'autre. Chaque chariot, à son arrivée sur le chantier, est enregistré au portail par un clerc auxiliaire qui note l'heure, le nombre de blocs et le nom du charretier, dans un registre distinct de celui de maître en solde, mais dont celui-ci exige une copie chaque soir, pour recouper, dit-il, une pratique qui, en 14 ans, lui a permis de découvrir exactement 2 erreurs de comptage, toutes deux en sa faveur, ce qui ne l'empêche pas de continuer à recouper chaque soir avec la même application. Vient ensuite la question des marques de tâcherons, sujet auquel maître en solde pourrait, si on le laissait faire, consacrer une nuit entière à lui seul. Chaque tailleur de pierre, une fois son bloc dégrossi puis taillé selon le gabarit qu'on lui a remis,
y grave, dans un coin discret qui sera ensuite masqué par le mortier de pose, une marque personnelle, toujours la même. Un signe géométrique simple, un triangle barré, une croix penchée, un losange à double trait qui permet, au moment de la paie, de savoir précisément combien de pierres chaque homme a produit dans la semaine, le salaire des tailleurs, contrairement à celui des manœuvres. N'étant pas journalier mais calculé à la pièce, selon un barème qui varie lui-même selon la complexité du gabarit, une pierre carrée simple, pour l'appareil des murs, se paie moins qu'un claveau d'arc, qui se paie lui-même moins qu'un chapiteau sculpté, dont le prix, enfin, se négocie au cas par cas avec le maître d'œuvre, tant chaque chapiteau, à ce stade du chantier, diffère du précédent. Ce système de marque, précise mettre en solde, présente un avantage qu'on ne soupçonne pas au premier abord. Il permet de retrouver, des décennies plus tard, quel tailleur précis a produit quelle pierre précise, information qui n'intéresse en pratique presque jamais personne, sauf dans les rares occasions où une pierre se révèle défectueuse une fois posée, auquel cas on peut, en théorie, en toucher un mot au tailleur responsable, s'il travaille toujours sur le chantier, ce qui n'est arrivé, en 14 années de registre, que 3 fois, et chaque fois pour une fissure de gel plutôt que pour une faute véritable de taille. Le registre des marques lui-même, tenu à jour par maître en solde, occupe un rouleau distinct de celui des salaires, avec, pour chaque tailleur, un petit dessin de sa marque exécuté à la plume dans la marge, exercice auquel maître en solde prend, il faut le reconnaître, un plaisir qu'il ne s'explique pas tout à fait, ayant toujours eu, dit-il, un faible pour les choses bien rangées qui se ressemblent presque toutes sans jamais se ressembler complètement. Il faut à présent parler du mortier, sujet réputé, même parmi les gens du chantier, comme l'un des plus assommants qui soit, ce qui, dans le contexte de cette histoire précise, constitue paradoxalement une recommandation. Le mortier se compose de chaux, obtenus par cuisson de pierre calcaire dans un four dédié installé à l'extrémité du chantier, et de sable, apporté par charretée depuis un banc de rivière à 2 lieues de là, dans une proportion que le maître d'œuvre a fixée voici longtemps à 2 parts de sable pour une part de chaux. Proportion que maître en solde vérifie non pas lui-même, n'ayant aucune compétence en la matière, mais par le biais d'un contremaître spécialisé dont le seul travail, à longueur d'année, consiste à surveiller des tas de sable et des sacs de chaux, tâche que celui-ci accomplit, dit-on, avec une fierté tranquille qui étonne toujours un peu les nouveaux venus. Le four à chaux fonctionne par cycle de cuisson de 9 jours, durant lesquels un mineur du feu, dont c'est l'unique fonction, alimente le foyer jour et nuit sans jamais le laisser s'éteindre, sous peine de devoir tout recommencer, une pierre calcaire mal cuite ne donnant qu'une chaux de piètre qualité, impropre à un ouvrage destiné, précise le contrat passé avec le maître d'œuvre, à durer aussi longtemps que la foi elle-même. Formule que mettre en solde trouve un peu grandiloquente pour un document par ailleurs très sobre, mais qu'il recopie fidèlement chaque fois qu'il doit citer le contrat, par respect pour le texte original. Les échafaudages, à présent, autre sujet sur lequel le registre de mettre en solde s'attarde considérablement, tant leur entretien représente une dépense continue, et de son propre aveu, d'un ennui rare, même selon nos critères. Ils sont constitués de perches de bois liées par des cordages de chanvre, encastrés dans des trous ménagés à intervalles réguliers dans la maçonnerie même, trous qu'on rebouche ensuite au fur et à mesure que le mur s'élève, sauf certains, laissés volontairement ouverts pour permettre de réinstaller l'échafaudage lors des campagnes suivantes, disposition qui économise, année après année, un nombre non négligeable de perches neuves. Les cordages, eux, s'usent plus vite que le bois, et font l'objet d'une inspection mensuelle par le maître charpentier, qui teste chaque corde par une simple traction à 2 mains, méthode jugée peu scientifique par maître en solde, mais que personne, en 14 ans, n'a proposé de remplacer par une autre, faute d'alternative crédible. Les cordes jugées douteuses sont retirées et données, non jetées, au tenancier du chantier pour un usage moins critique attaché à un chariot, par exemple car rien, sur ce chantier, ne se perd jamais tout à fait, la fabrique n'ayant ni les moyens ni, semble-t-il, le goût du gaspillage. La grande roue de levage, installée à l'intérieur même de la nef en construction, mérite elle aussi qu'on s'y attarde. C'est une cage de bois circulaire, assez large pour qu'1 ou 2 hommes y marchent à l'intérieur, faisant tourner un tambour autour duquel s'enroule une corde reliée à une poulie fixée au sommet de l'échafaudage, permettant de hisser les blocs les plus lourds jusqu'au niveau supérieur sans effort de bras. Les hommes qui l'actionnent, qu'on appelle les tourneurs de roues,
sont payés à la journée comme les manœuvres, mais bénéficient d'une ration de pain légèrement supérieure, disposition inscrite au règlement du chantier en raison, y précise-t-on, de la fatigue particulière de la marche continue, ce qui a longtemps suscité une certaine jalousie chez les manœuvres au sol, jalousie que le maître d'œuvre a fini par apaiser en accordant, lui aussi, une ration légèrement supérieure au porteur de mortier, pour des raisons tout aussi longuement motivées. Avant d'être accepté sur le chantier, chaque pierre subit une inspection à son arrivée, confiée à un contremaître dit trieur, chargé de repérer les défauts invisibles à l'œil nu du carrier mais susceptibles de se révéler funestes une fois la pierre posée en hauteur. Un fil de gel mal refermé, une veine de coquillage fossile trop marquée, une légère porosité qu'il détecte en frappant chaque bloc, 2 ou 3 coups secs du plat de son marteau, et en écoutant le son qui en revient, méthode. Qu'il tient de son père, Carrier lui-même, et qu'il se refuse obstinément à expliquer autrement qu'en disant une bonne pierre chante juste, une mauvaise sonne creux. Explication qui satisfait rarement Maître en solde sur le plan comptable, mais que celui-ci a fini, avec les années, par simplement noter telle quelle dans son registre, faute de mieux. Les pierres rejetées par le trieur ne sont pas perdues pour autant. On les redirigeait vers un usage secondaire, moellons de fondation ou remplissage de murs intérieurs non apparents, où leurs défauts n'ont plus d'importance, et leur valeur, réduite de moitié environ, est portée dans une colonne à part du registre, intitulée sobrement Pierre de rebut, second emploi. Colonne que Maître en solde consulte avec un intérêt particulier chaque fin d'année. Y voyant un indicateur assez fiable, dit-il, de la qualité du front de carrière en cours d'exploitation, un taux de rebut trop élevé annonçant, généralement avec 2 ou 3 mois d'avance, la nécessité prochaine d'ouvrir un nouveau front. Les apprentis, à présent, sujet que Maître en solde traite avec un soin particulier, leur contrat d'engagement, dit lettre d'apprentissage, étant l'un des rares documents du chantier à devoir être scellé devant notaire. Chaque lettre fixe la durée de l'apprentissage, généralement 5 ans, les obligations du maître envers l'apprenti, le loger, le nourrir, lui enseigner le métier sans rien lui cacher qui soit utile à sa pratique, et celle de l'apprenti envers son maître, dont la principale, rappelée dans chaque lettre en des termes presque identiques d'un contrat à l'autre, est de ne travailler pour nul autre pendant la durée convenue, sous peine d'une amende dont le montant, fixé une fois pour toutes parts. La coutume locale n'a, à la connaissance de Maître en solde, jamais été réclamée une seule fois en 14 ans, aucun apprenti du chantier n'ayant jamais rompu son engagement. La confrérie des tailleurs de pierre, ensuite, association distincte de la fabrique elle-même, à laquelle chaque compagnon verse une cotisation mensuelle modique, destinée à financer un fonds de secours mutuel. En cas de maladie prolongée ou de blessure empêchant le travail, un compagnon affilié perçoit, sur ce fonds, une allocation hebdomadaire équivalent à la moitié de son salaire habituel, pendant une durée maximale de 3 mois, disposition que Maître en solde, sans en avoir la charge. Direct puisque le fonds est géré par la confrérie elle-même, consigne néanmoins scrupuleusement dans une colonne annexe de son propre registre. Par souci de vue d'ensemble sur la situation matérielle des hommes du chantier, précise-t-il, formule dans laquelle certains, au fil des ans, ont cru déceler une sollicitude que sa manière habituellement sèche ne laisse pourtant jamais transparaître autrement. Une fois par an, à la Saint-Michel, le chantier ferme ses portes pour l'inventaire annuel, opération qui occupe Maître en solde et ses 2 clercs pendant 3 jours pleins. Chaque outil est compté, chaque perche d'échafaudage recensée, chaque sac de chaux restant pesé, le tout comparé colonne par colonne aux chiffres de l'année précédente, écart par écart, jusqu'à ce que le total corresponde, au denier près, à ce qu'il devrait être compte tenu des achats, des pertes justifiées et des consummations normales. Cette opération, que la plupart des hommes du chantier redoutent pour son ennui, constitue au contraire, de l'aveu même de Maître en solde, les 3 plus beaux jours de mon année, moment où, dit-il, tout, enfin, retombe juste. Tous les 3 ans environ, le chantier reçoit également la visite de l'évêque en personne, accompagné de son official, pour ce qu'on appelle la visite de la fabrique, audit solennel du registre de Maître en solde qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne l'inquiète jamais outre mesure, tant il sait son registre en ordre, mais qui le prive, chaque fois, de sommeil la nuit précédente, non par crainte d'un blâme, mais par l'excitation, tout simplement, de voir enfin quelqu'un d'autre. Apprécier à sa juste valeur la beauté d'une colonne bien tenue,
confidence qui n'a faite qu'une fois, à mi-voix, au jeune clerc son neveu apprenti, qui n'a, dit-on, pas très bien su quoi lui répondre. Il faut, à ce stade, aborder le calendrier liturgique, sujet dont l'importance pour la bonne marche du chantier échappe souvent aux profanes mais que Maître en solde tient, avec raison, pour l'un des plus déterminants de tous. Car on ne travaille pas les dimanches, cela va de soi, mais on ne travaille pas non plus les jours de fête chômée, dont le calendrier diocésain fixe la liste chaque année avec une précision qui laisse peu de marge d'interprétation. Noël et son octave, l'Épiphanie, la Chandeleur, l'Annonciation, les fêtes de tous les apôtres individuellement, celle du saint patron de la ville, celle du saint patron du diocèse, celle du saint patron des tailleurs de pierre, qui n'est pas le même que celui des charpentiers, ce qui occasionne, chaque année, un jour de chantier où une moitié des hommes travaillent et l'autre pas. À cela s'ajoute les rogations, 3 jours consécutifs juste avant l'Ascension, durant lesquels le chantier ferme entièrement pour permettre à tous d'assister aux processions dans les champs environnants, ainsi qu'un nombre non négligeable de fêtes locales, propres à la ville seule, dont certaines, à vous mettre en solde en marge de son registre, semblent avoir été instituées principalement pour leur commodité de tomber un jeudi. Au total, ces calculs, tenus année après année avec une constance qu'on pourrait qualifier d'admirable si le sujet lui-même n'était pas si profondément soporifique, établissent qu'un chantier de cathédrale travaille, en moyenne, 283 jours par an, les autres jours se répartissant entre dimanches, fêtes chômées, et les quelques 40 jours d'hiver trop rudes pour tout travail extérieur. Le règlement des salaires, chaque samedi, constitue l'un des moments les plus surveillés de la semaine par Maître en solde, qui y assiste en personne, assis à une table dressée près du portail, un coffre de fer devant lui, un clerc à sa gauche pour appeler les noms dans l'ordre du registre, et un second clerc à sa droite pour cocher chaque paiement effectué, double vérification qui, en 14 ans, n'a laissé place qu'à de très rares contestations, la plus fréquente concernant invariablement le décompte exact des demi-journées, un ouvrier arrivé après non étant payé, selon le règlement, que pour un quart de journée et non une demi, distinction qui échappe régulièrement à la logique des intéressés mais jamais à celle du registre. Les manœuvres perçoivent un denier et demi par journée complète, les apprentis un denier, les compagnons vailleurs de pierre entre 3 et 5 deniers selon la pièce produite dans la semaine, et les maîtres d'État maîtres maçons, maîtres charpentiers, maîtres verriers un salaire fixe mensuel dont le montant, tenu secret du reste du personnel par discrétion autant que par tradition, n'apparaît dans le registre de maître en solde que sous un code de 3 lettres qu'il est seul, avec le trésorier. Et du chapitre, à savoir déchiffré, précaution qu'il juge nécessaire pour la paix du chantier, ayant assisté, dans sa jeunesse sur un autre chantier, à une querelle prolongée née de la simple divulgation accidentelle d'un tel montant. Le financement de l'ensemble repose sur 3 sources principales, que Maître en solde consigne dans 3 colonnes bien distinctes. La dîme ordinaire du diocèse, dont une part fixe est affectée chaque année à la fabrique par décision épiscopale. Les dons et legs des fidèles, consignés un par un dans un livre séparé où figure, à côté du montant, le nom du donateur et parfois une brève mention de son intention pour le salut de l'âme de feu son époux. En remerciement d'une guérison. Mention que Maître en solde recopie fidèlement sans jamais les commenter, jugeant que ce n'est pas à un clerc des ouvrages de juger la piété d'autrui, et enfin la vente d'indulgences liées à des campagnes de quête ponctuelles, organisées certaines années pour financer une dépense précise, comme l'achat d'une nouvelle cloche ou le doublement, un été, de l'équipe de tailleurs pour rattraper un retard sur le porche occidental. Les verrières, à présent, sujet qui pourrait sembler plus riche en couleurs que le reste de cette histoire, mais dont la gestion administrative, je vous rassure, ne l'est pas moins. Chaque verrière est commandée séparément à un atelier de peintre verrier installé en ville, sur la base d'un carton préparatoire soumis à l'approbation du chapitre, lequel se réunit pour l'occasion en une commission de 3 chanoines dont les délibérations, consignées par un clerc du chapitre distinct de Maître en solde, peuvent s'étendre sur plusieurs séances lorsque l'un des 3 chanoines conteste, par exemple, la nuance de bleu retenue pour le manteau d'un personnage, débat qui, une année, s'est prolongé sur 5 séances consécutives avant qu'on ne tranche, faute de mieux, en faveur du chanoine le plus âgé, par simple courtoisie d'ancienneté. Le paiement de chaque verrière s'effectue en 3 versements. Un tiers à la commande, un tiers à mi-parcours sur présentation du carton achevé grandeur réelle,
et le dernier tiers à la pose. Versement que Maître en solde ne libère qu'après avoir lui-même vérifié, depuis le sol, à l'aide d'une longue vue empruntée au maître verrier, que le nombre de panneaux de verre correspond bien au devis initial. Opération qu'il occupe généralement une bonne partie du matinée, le courant versé, et qui lui vaut, chaque fois, une raideur de nuque dont il se plaint avec une constance presque affectueuse. Le maître verrier lui-même loge, avec ses compagnons, dans un atelier attenant au chantier, où l'on fond le verre coloré dans des fours distincts de celui de la chaux, chaque teinte nécessitant un dosage d'oxyde différent que le maître verrier garde jalousement secret, au point de renvoyer, une fois, un apprenti trop curieux à son goût, incident consigné par Maître en solde en une seule ligne neutre du registre apprenti Girard, renvoyé, motif, indiscrétion, sans qu'aucun détail supplémentaire n'ait jamais filtré jusqu'à lui, à son grand regret d'homme épris, par nature, d'exactitude. Le plomb du vitrage, comme celui de la toiture, fait l'objet d'un suivi particulièrement scrupuleux, ce métal étant coûteux et facilement détournable en petite quantité, difficile à détecter à l'œil. Chaque livraison est pesée à l'arrivée, sur une balance à fléau installée sous un auvent dédié, puis à nouveau pesée une fois façonnée en baguette pour les vitraux ou en feuilles pour la toiture, la différence entre les deux pesées, la perte de façon, selon le terme consacré devant rester, selon une tolérance fixée par le maître d'œuvre, inférieure à un vingtième du poids initial, tolérance que le plombier en chef, un homme taciturne qu'on ne connaît que par son surnom de maître gris, n'a dépassé, en 14 ans de registre, qu'à 2 reprises, toutes deux dûment justifiées par un incident de four qu'on trouve encore décrit, en marge, avec un luxe de détails techniques que je vous épargnerai ce soir, par pure bonté. La toiture, une fois le plomb posé, doit encore être vérifiée pour l'étanchéité, opération qui ne peut se faire qu'après une pluie véritable, ce qui contraint Maître en solde à noter, dans une colonne à part de son registre météorologique personnel, car il en tient un, distinct de tout registre officiel, par habitude et par curiosité, précise-t-il chaque jour de plus suffisamment soutenu pour permettre l'inspection, colonne qui, certaines années particulièrement sèches, reste désespérément vide pendant des semaines, retardant d'autant la réception officielle des travaux de couverture. Il faut également mentionner le logement des ouvriers non natifs de la ville, qui constitue près de la moitié de l'effectif, venus parfois de très loin suivre un chantier réputé pour la qualité de sa paie et la régularité de ses règlements du samedi. Ils logent dans des baraques de bois construites en bordure du chantier, propriété de la fabrique, dont le loyer est directement retenu sur le salaire, à raison d'un demi-denier par semaine et par homme, retenu consigné dans une colonne séparée que Maître en solde recoupe scrupuleusement avec le registre du gardien des baraques. Un vieil homme borgne qui connaît, dit-on, le nom de chaque occupant depuis 12 ans sans jamais l'avoir noté nulle part, se fiant entièrement à sa mémoire, ce qui n'a, à ce jour, provoqué aucune erreur relevée par Maître en solde, fait qu'il trouve, à titre personnel, plus impressionnant que n'importe quel chapiteau sculpté du portail. Les repas, sur le chantier, sont organisés collectivement pour les manœuvres et les apprentis, qui reçoivent, contre une retenue modique sur leur paie, une soupe et du pain à midi, préparés dans une cuisine de fortune tenue par la femme d'un ancien maçon devenu trop âgé pour la taille de pierre, et reclassé, avec l'accord du maître d'œuvre, à ce poste qu'il occupe avec une satisfaction visible, supervisant la cuisson de marmites dont le contenu varie selon la saison, pois et lard l'hiver. Légumes du potager voisin l'été dans des proportions consignées, elles aussi, quoique par un registre distinct que Maître en solde ne consulte qu'une fois par mois. La nourriture des hommes relevant, somme toute, davantage de la charité bien organisée que de la pure comptabilité. Les compagnons tailleurs et les maîtres d'État, eux, prennent leur repas à leur charge, disposant d'une allocation nature farine, vin, un peu de viande salée versée mensuellement en complément de leur paie, allocation dont le montant a fait l'objet, 8 ans plus tôt, d'une négociation prolongée avec la guilde des tailleurs de pierre de la région, laquelle avait envoyé une délégation de 3 hommes discuter, sur plusieurs jours, d'un ajustement d'un quart de sétier de farine par mois. Négociation dont l'issue, favorable aux tailleurs, est encore citée aujourd'hui, dans d'autres villes, comme un précédent, ce qui remplit Maître en solde, chaque fois qu'on la lui rappelle, d'une fierté professionnelle qu'il dissimule mal derrière une contenance sobre. Il faut dire un mot, avant de poursuivre, du gardien de nuit, un ancien soldat revenu d'une campagne lointaine qui n'évoque jamais,
Employé depuis 6 ans pour surveiller le chantier entre le coucher et le lever du soleil, principalement contre le vol d'outils, plus rare qu'on ne le croirait sur un chantier de cette taille, mais suffisamment redouté pour justifier sa présence continue. Il fait sa ronde toutes les heures, marqué par un petit carillon qu'il porte à la ceinture et qu'il agite volontairement en passant devant la loge des tailleurs. Pour que tout le monde sache que je suis bien réveillé, confie-t-il un soir à maître en solde venu tard vérifier un compte, plutôt que par nécessité de sécurité véritable, le chantier n'ayant, en 14 ans, jamais subi la moindre intrusion notable, sinon celle, récurrente et sans gravité, de chiens errants venus chercher, dans les cendres tièdes du four à chaud, un peu de chaleur pour la nuit. L'outillage, à présent, dernier grand chapitre de cette comptabilité déjà bien fournie, chaque tailleur reçoit, à son embauche, un jeu d'outils marqué à son nom: ciseaux, maillet, équerre, compas dont il a la garde personnelle et qu'il doit restituer, complet, à son départ, sous peine d'une retenue sur sa dernière paie correspondant au prix de remplacement, prix fixé une fois pour toutes par un barème que mettre en solde tient à jour en fonction du coût du fer. Révisé, en moyenne, tous les 3 ou 4 ans. La dernière révision ayant lieu voici 18 mois et ayant donné lieu, dans son registre, à une note de bas de page expliquant, sur près d'une demi-page, les raisons précises de la hausse constatée chez le forgeron du chantier, hausse elle-même due, si l'on remonte la chaîne des causes, au prix du charbon de bois cette année-là, chaîne de causalité que mettre en solde prend plaisir manifeste à dérouler jusqu'au bout, chaque fois que l'occasion s'en présente. Le forgeron du chantier, justement, occupe une forge permanente installée à l'écart, pour le bruit autant que pour le risque de feu, où il aiguise et répare, chaque jour, une quantité impressionnante de ciseaux émoussés par le contact répété avec la pierre. Tâche si continue qu'on a fini par établir. Voici quelques années, un roulement précis entre les tailleurs pour déposer leurs outils à aiguiser chaque soir sans que la forge ne se trouve jamais engorgée ni, à l'inverse, désœuvrée, roulement, dont la mise au point, se souvient mettre en solde non sans une pointe de fierté, lui a personnellement demandé 2 bons mois de réflexion et cette version de tableau avant d'aboutir à celui, définitif, encore affiché aujourd'hui sur la porte de la forge. Les compas et gabarits de bois, conservés dans la loge des traceurs sous la garde exclusive du maître d'œuvre, méritaient aussi une mention, tant leur conservation obéit à un rituel presque cérémonieux. Chaque gabarit, une fois son usage terminé pour une campagne de construction, n'est jamais jeté. Il est daté au fer chaud sur la tranche, accroché à son clou numéroté sur le mur du fond de la loge, et conservé indéfiniment, au cas rarissime mais déjà survenu 2 fois en 14 ans où une réparation future nécessiterait de reproduire exactement un profil ancien. Ce mur de gabarit, qui s'allonge d'année en année, constitue, selon les mots mêmes de maître en solde, la seule véritable histoire de cet édifice qu'on puisse lire d'un seul coup d'œil, sans avoir à déchiffrer une seule ligne d'écriture, phrase dont il semble, chaque fois qu'il la prononce, tirer une satisfaction toute particulière. Le bois de charpente, destiné à terme à la couverture de la nef, est quant à lui acheté sur pied dans une forêt appartenant elle aussi au chapitre, à 2 journées de charroi du chantier, et débité sur place par une équipe de charpentiers itinérants qui ne rejoignent le chantier qu'une fois les pièces dégrossies et prêtes au transport, économisant ainsi le coût, jugé prohibitif, d'acheminer des troncs entiers sur une route déjà largement occupée par les convois de pierre. Chaque pièce de charpente, avant son départ de la forêt, est elle aussi marquée, non d'un signe de tâcheron comme les pierres, mais d'un numéro à la craie grasse correspondant à sa position future dans l'assemblage final. Système conçu par le maître charpentier lui-même et que maître en solde recopie, poutre par poutre, dans un plan qu'il conserve roulé à part. Car le jour où l'on montera cette charpente, dans peut-être 15 ans, personne ne se souviendra plus de rien si ce n'est de ce que j'aurais pris la peine d'écrire aujourd'hui. Une dispute mérite d'être rapportée ici, non pour son intérêt dramatique, qu'elle n'a strictement aucun, mais précisément parce qu'elle illustre bien l'esprit du chantier tout entier. Indifférent, voici 2 ans, entre 2 tailleurs voisins de loge, portant sur l'attribution d'un espace de travail d'à peine 2 pieds de largeur, chacun affirmant qu'il lui revenait selon l'usage. L'affaire, portée devant le maître d'œuvre, s'est résolue non par un jugement tranché mais par une mesure exacte de l'espace disponible, un partage rigoureux au cordeau, et la gravure, dans la pierre du seuil de la loge, d'une ligne de démarcation encore visible aujourd'hui, que les 2 hommes, réconciliés depuis,
montrent parfois en riant aux nouveaux arrivants, comme la preuve la plus tangible qu'ait jamais laissé leur unique querelle. Le maître d'œuvre lui-même, architecte du chantier depuis 11 ans après avoir succédé à son propre maître, tient une réunion hebdomadaire avec Maître en solde, chaque lundi matin, pour arrêter le programme de la semaine. Quel travée avancé, combien de blocs commandés à la carrière, quel tailleur affecté à quel gabarit. Cette réunion, consignée elle aussi en quelques lignes dans le registre, se tient invariablement debout, devant l'épure tracée à la craie sur le sol de la loge des traceurs, un vaste plancher réservé au dessin grandeur réelle des profils de pierre, où le maître d'œuvre trace, chaque semaine, les nouveaux gabarits que les tailleurs viendront ensuite copier sur planchettes de bois avant de les reporter sur la pierre elle-même. Le clocher, qu'on ne commencera pas avant plusieurs années encore, fait déjà l'objet d'une ligne budgétaire séparée dans le registre de maître en solde, alimentée dès à présent par une part des dons, pour ne pas avoir à tout demander d'un coup le moment venu, précise-t-il, disposition prudente qui, en 14 ans de tenue de compte, lui a valu d'être consulté, à 2 reprises, par des clercs de chantier voisins désireux de reproduire une méthode dont ils avaient entendu parler, sans grand enthousiasme de sa part, maître en solde jugeant, avec une modestie qu'on croirait presque sincère, qu'il n'y a là rien qui mérite tant de déplacement. La question des mesures, à présent, mérite qu'on s'y arrête un instant, tant elle a occupé, une année durant, une bonne part des soirées de maître en solde. La toise employée sur le chantier, gravée sur une barre de fer scellée au mur de la loge des traceurs, ne correspond pas exactement à celle utilisée par la ville voisine, dont dépend pourtant une partie des carriers saisonniers venus y compléter l'équipe l'été. L'écart, minime, d'à peine un demi-pouce sur toute la longueur, n'a longtemps posé aucun problème réel, jusqu'au jour où un lot entier de claveaux commandés selon le gabarit de la ville voisine s'est révélé, une fois livré, systématiquement trop court pour l'emplacement prévu. L'affaire a nécessité l'intervention du maître d'œuvre, une nouvelle mesure comparative des 2 toises effectuée en présence de témoins des 2 villes, et la rédaction d'un procès-verbal bilingue latin et langue vulgaire dont une copie, encore aujourd'hui, reste affichée dans la loge des traceurs, à titre de mise en garde permanente pour quiconque commanderait, à l'avenir, une pierre taillée ailleurs que sur le chantier lui-même. La procession annuelle en l'honneur du saint patron du diocèse, qui traverse la ville en passant devant le chantier avant de s'arrêter un instant devant le portail occidental pour une bénédiction des travaux, fait elle aussi l'objet d'une ligne budgétaire propre, financée non sur les fonds ordinaires de construction mais sur une quête spécifique organisée 15 jours avant la fête. Cette somme couvre les torchers, les fleurs disposées le long de l'échafaudage principal pour l'occasion, et une collation légère offerte aux membres du clergé participant, collation dont le menu, fixé par tradition et jamais modifié depuis que maître en solde tient le registre, se compose invariablement de pain blanc, de fromage frais et d'un vin coupé d'eau, sobriété de circonstance, précise une note en marge, qu'il ne conviendrait pas de dépasser sur les deniers de la fabrique, quand bien même la fête le mériterait. La sécurité des hommes travaillant en hauteur, enfin, fait l'objet depuis 6 ans d'un règlement précis édicté par le maître d'œuvre à la suite d'une chute sans gravité mais suffisamment impressionnante pour marquer les esprits. Aucun homme ne doit se trouver seul sur un niveau d'échafaudage supérieur au 3e sans qu'un second homme ne se trouve à portée de voix, règle dont le respect est consigné chaque soir par le maître charpentier dans un carnet distinct, remis chaque semaine à maître. En solde pour être recopié, ligne par ligne, dans le grand registre, non que je doute de la parole du maître charpentier, précise-t-il, mais un fait, pour être tout à fait vrai, mérite d'être écrit 2 fois. Il faut, avant de terminer, dire un mot du successeur. Car maître en solde, comme tout homme, songe parfois, les soirs les plus calmes, à qui reprendra ce registre quand il ne sera plus en état de le tenir, la cathédrale, à son rythme actuel, ne devant pas être achevée avant 2 générations au moins. Il forme depuis 3 ans un jeune clerc, neveu d'un chanoine, dont il vante la mémoire mais regrette, en aparté, une certaine impatience avec les colonnes de report, défaut qu'il espère voir s'estomper avec les années, comme le sien propre, avoue-t-il, s'est estompé avec les siennes. Il pense aussi, certains soirs, à ce que deviendra ce chantier dans 100 ans, dans 200 ans peut-être, longtemps après que son propre nom aura disparu de tout registre sauf, peut-être, d'une ligne oubliée dans les archives du chapitre. Les pierres, elles, resteront sans doute, portant toujours, sous leur couche de mortier, la marque discrète du tailleur qui les a produites,
invisible à quiconque ne saurait pas qu'elle est là. D'autres clercs viendront, tiendront d'autres registres, compteront d'autres blocs dont le prix aura changé sans que le principe, lui, n'ait bougé d'un pouce. Quelqu'un, toujours, sur ce chantier, s'assoira à une table près du portail, pour noter, samedi après samedi, que des hommes ont taillé des pierres, et qu'on les a payés pour cela. La nuit, à présent, est tout à fait tombée sur le chantier. Les loges sont fermées, les outils rangés selon le roulement affiché sur la porte de la forge, le four à chaud veillé par le mineur du feu qui ne dort jamais tout à fait. Le gardien de nuit fait sa première ronde, son petit carillon résonnant doucement entre les blocs de pierre encore couverts de toile contre le gel, tandis que la cathédrale inachevée, à peine plus haute que les baraques qui l'entourent, se découpe sur le ciel comme une promesse qu'on tient, patiemment, une pierre après l'autre, sans jamais se presser. Maître en solde, dans sa petite loge attenante au portail, referme son registre pour la journée, souffle sa chandelle, et pense, avant de s'endormir, à la journée du lendemain, qui commencera, comme toujours, par le même angélus, le même contrôle des chariots au portail, la même colonne à reporter, et qui se terminera, comme toujours, par le même compte du soir, ligne après ligne, jusqu'à ce nombre tranquille qui ne bougera plus. Voilà, c'était la vie d'un clerc des ouvrages, sur un chantier de cathédrale, au milieu du XIIIe siècle. Il ne s'est rien passé, comme promis. Aucun effondrement, aucune aventure, aucun rebondissement n'est venu troubler votre descente vers le sommeil. C'est le luxe que nous offraient ces existences, la preuve qu'une vie entière peut tenir dans une colonne de chiffres, recommencer chaque semaine, et qu'on peut poser sa tête, chaque soir, sur un compte parfaitement juste, comme sur un oreiller bien fait. Le chantier est silencieux, maintenant. La pierre attend, sous sa toile, que revienne le jour, sans que personne, ce soir, n'ait besoin de savoir combien de temps encore il faudra attendre. Respirez lentement, une fois, 2 fois, dormez comme une pierre bien taillée, posée pour toujours dans son rang. Bonne nuit. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.